The White House, as we indicated at the top, is sending what can only be described as mixed signals about who is actually running the Department of Government Efficiency, DOGE. A court filing late last night said that Elon Musk is not technically part of DOGE and actually serves as a senior advisor to the president, which means he may serve in that role longer than originally. Au cours de la deuxième quinzaine de février 2025, dans un tribunal fédéral de l'État du Maryland, une décision apparemment technique a modifié le cours d'un litige qui se déroulait loin du débat public quotidien. La juge Chung, chargée de l'affaire, a décidé qu'Elon Musk devrait témoigner officiellement dans le cadre d'un procès civil contestant les décisions prises depuis janvier de cette année-là concernant le démantèlement opérationnel de l'USAID, l'agence d'aide internationale des États-Unis. La décision était directe, rédigée dans un langage sobre, mais elle avait une conséquence institutionnelle inhabituelle, car elle rejetait explicitement la demande de protection présentée par la défense pour empêcher la déposition d'avoir lieu. L'épisode a attiré l'attention non pas par le ton de la décision, mais par ce qu'elle impliquait. L'action en justice soutient que les mesures adoptées dans le cadre du Department of Government Efficiency, le DOGE, auraient violé les principes constitutionnels liés à la clause de nomination et à la séparation des pouvoirs. Elon Musk a été identifié par le président Donald Trump comme le dirigeant de cette structure, même si sa position officielle au sein du gouvernement n'a jamais été clairement définie dans les documents officiels. À partir de là, la controverse a cessé d'être purement administrative et s'est concentrée sur une question fondamentale qui traverse tout le processus. Qui exactement a pris certaines décisions et avec quelle autorité? Dans la demande d'ordonnance de protection, les avocats ont fait valoir que Musk devait être traité comme un haut fonctionnaire, ce qui, selon la jurisprudence, exigerait des circonstances extraordinaires pour autoriser son audition directe. Cette ligne de défense s'appuyait sur la doctrine dite Apex, un principe juridique selon lequel les témoignages de personnalités au sommet de la hiérarchie administrative doivent être évités lorsque les informations peuvent être obtenues auprès de subordonnés ou de documents. La juge Chung a toutefois exprimé dès le début son scepticisme quant à l'application automatique de cette protection à ce cas particulier. Dans son analyse, la magistrate s'est demandé si Elon Musk pouvait réellement être considéré comme un haut fonctionnaire au sens traditionnel de la doctrine. L'ordonnance indique que, dans des situations antérieures, les tribunaux ont empêché l'audition de secrétaires d'État, mais ont autorisé le témoignage d'autorités de niveau inférieur, y compris des sous-secrétaires confirmés par le Sénat. Dans le cas de l'USAID, a observé la juge, l'agence n'a pas le statut de cabinet et les personnes impliquées dans les décisions contestées exerçaient, dans certains cas, des fonctions informelles ou intérimaires. Cette distinction, bien que technique, est devenue centrale pour l'issue préliminaire. Le point décisif est apparu lorsque le tribunal a évalué l'état d'avancement de la production des preuves. Au cours de la phase initiale de la procédure, le tribunal lui-même avait ordonné aux défendeurs de présenter des documents identifiant les dates, les auteurs et les motifs des décisions relatives à la fermeture du siège de l'USAID et au retrait du site institutionnel. Selon la décision désormais rendue publique, ces documents n'ont pas été fournis de manière suffisante pour clarifier qui a autorisé ces actes. Face à cette lacune, le tribunal a estimé que, en supposant la bonne foi des parties, les ordres auraient été donnés verbalement, sans enregistrement écrit, ce qui limiterait considérablement les alternatives pour établir les faits. L'absence d'identification d'autres agents présents au moment des décisions a été un autre élément souligné. À aucun moment, selon l'ordonnance, les défendeurs n'ont désigné des employés de rang inférieur qui auraient pu fournir des éclaircissements directs sur ces épisodes. Cela a conduit la juge Chung à conclure qu'il n'existait, à ce stade,
Aucune autre source de preuve que le témoignage des quelques personnes qui, publiquement ou en privé, ont revendiqué une implication directe dans ces mesures. Parmi celles-ci, Elon Musk apparaît comme une figure centrale, tant par ses déclarations antérieures que par la position qui lui a été attribuée par le président lui-même. La décision ne s'est donc pas limitée à refuser une protection procédurale. Elle a brossé un tableau troublant d'un processus décisionnel peu documenté au sein d'une structure qui, selon la défense elle-même, ferait partie du noyau du pouvoir exécutif. En affirmant qu'une audience supplémentaire n'était pas nécessaire pour statuer sur la demande, le tribunal a indiqué que les éléments déjà présentés étaient suffisants pour autoriser la poursuite de l'enquête. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. D'un point de vue institutionnel, l'autorisation du témoignage introduit une tension supplémentaire dans le récit plus large du rôle joué par Elon Musk pendant cette période. Le même argument qui, dans le discours politique, le présentait comme un élément clé d'un effort de réorganisation administrative, a été réévalué sous l'angle judiciaire comme un indice possible de responsabilité directe. Dans le même temps, la décision a mis en évidence une ambiguïté structurelle concernant le Doge, décrit à différents moments comme un organe gouvernemental, une initiative spéciale ou un arrangement informel de conseil. Donald Trump apparaît en toile de fond de cette controverse non seulement en tant que président à l'époque des faits, mais aussi en tant qu'autorité ayant publiquement associé Musk à la conduite des mesures contestées. La juge Chung a observé que certaines informations pertinentes pour le procès semblent n'être connues que d'un cercle restreint qui comprend les deux hommes. Cette constatation a renforcé l'idée que le témoignage demandé n'est pas un raccourci procédural, mais une réponse à l'absence de documents officiels qui accompagneraient normalement des décisions de cette ampleur. Bien que la procédure en soit encore à ses débuts, le rejet de l'ordonnance de protection modifie l'équilibre entre les parties. Le tribunal a clairement indiqué que, même en adoptant l'approche plus prudente d'autres tribunaux fédéraux en matière d'audition de hauts fonctionnaires, les circonstances particulières de l'affaire ne justifient pas le blocage de la déposition. Le langage utilisé suggère que la question centrale n'est pas le statut des personnes impliquées, mais la nécessité pratique de clarifier des faits qui restent obscurs. Pour les observateurs attentifs au fonctionnement des institutions, des épisodes comme celui-ci offrent une occasion rare de comprendre comment les décisions exécutives sont examinées lorsqu'elles entrent en conflit avec des principes constitutionnels formels. Une lecture attentive de l'ordonnance judiciaire révèle moins un geste punitif qu'une tentative de reconstituer une chaîne d'événements qui, jusqu'à présent, restait fragmentée. Dans de tels contextes, suivre chaque étape du processus aide à comprendre non seulement le cas spécifique, mais aussi les limites et les réponses du système lorsque des structures peu conventionnelles entrent en scène. C'est dans ce suivi continu et contextualisé que les analyses approfondies trouvent leur valeur. À mesure que la décision de la juge Chung circulait parmi les avocats constitutionnels et les observateurs du système fédéral, l'attention s'est détournée de la simple autorisation du témoignage pour se concentrer sur le contexte institutionnel plus large qui a permis à cette impasse de se produire. Le procès ne porte pas seulement sur un acte isolé, mais sur une série de décisions prises à partir de janvier 2025, période au cours de laquelle le gouvernement Trump a promu une reconfiguration accélérée des structures administratives sous prétexte d'efficacité et de réduction des dépenses. C'est dans ce contexte que le Department of Government Efficiency, connu sous l'acronyme DOGE, apparaît comme une entité difficile à classer, située dans une zone grise entre initiatives gouvernementales formelles et arrangements opérationnels informels. Les auteurs de l'action soutiennent que les mesures adoptées à l'égard de l'USAID ont violé la clause de nomination prévue dans la Constitution, précisément parce qu'elles impliquaient l'exercice d'un pouvoir important par une personne
qui n'avait pas suivi le processus traditionnel de confirmation par le Sénat. L'allégation concerne également le principe de la séparation des pouvoirs, en arguant que les décisions ayant un impact direct sur une agence créée par le Congrès ne peuvent être prises en dehors des canaux institutionnels clairement définis. À partir de là, le litige cesse d'être purement administratif et prend une dimension constitutionnelle qui nécessite un examen plus approfondi. La défense, quant à elle, a tenté de présenter Elon Musk comme un haut fonctionnaire de l'exécutif, protégé par des doctrines bien établies qui visent à préserver le fonctionnement du gouvernement contre les interventions judiciaires excessives. Cet argument s'appuie sur des précédents dans lesquels les tribunaux ont refusé d'entendre des secrétaires d'État, reconnaissant que le fait de soumettre ces personnalités à des dépositions fréquentes pourrait compromettre la gouvernabilité. Cependant, la décision même de la juge Chung souligne que ces précédents n'ont jamais été absolus et ont toujours dépendu de l'existence de sources d'informations alternatives. C'est à partir de ce point que l'analyse judiciaire gagne en densité. La Cour a réexaminé des affaires telles que INRI United States Department of Education et INRI Department of Commerce, citées dans l'ordonnance, pour démontrer que même lorsque la Cour suprême est intervenue pour protéger un secrétaire, les dépositions d'autres hauts fonctionnaires ont continué à être autorisées. La logique sous-jacente est claire. La protection ne découle pas du prestige de la fonction, mais de la possibilité d'obtenir les informations par d'autres moyens. Lorsque cette possibilité n'existe pas, l'exception n'a plus de sens. Dans le cas spécifique de l'USAID, la juge Chung a souligné qu'aucune des personnes impliquées n'occupait officiellement le poste le plus élevé de l'agence au moment des faits. Certains occupaient des fonctions intérimaires, d'autres des rôles de conseil, ce qui affaiblit la thèse selon laquelle il existerait une hiérarchie clairement définie capable d'absorber la production de preuves sans recourir aux noms les plus connus. En outre, l'agence elle-même n'a pas le statut de cabinet, ce qui réduit encore davantage l'applicabilité automatique des protections invoquées par la défense. Un autre élément qui a pris de l'importance est le défaut de présentation de documents. Le tribunal avait demandé des preuves spécifiques identifiant quand certaines décisions avaient été prises et par qui. L'absence de ces documents a conduit à la conclusion que les ordres pertinents auraient été transmis oralement, sans enregistrement formel. En termes juridiques, cela pose un sérieux problème, car cela élimine la trace documentaire qui permet normalement de reconstituer la chaîne décisionnelle sans recourir à des témoignages directs. À partir de là, le procès entre dans une phase où la parole des personnes impliquées prend une importance centrale. C'est dans ce contexte que surgissent également les noms d'autres acteurs mentionnés dans la décision, tels que Morocco et Lehen, également autorisés à être entendus par le tribunal. La juge Chung a fait remarquer qu'il n'y avait aucune indication de la présence de fonctionnaires de rang inférieur qui auraient pu clarifier les faits de manière satisfaisante. Cette constatation a renforcé l'impression que la structure décisionnelle adoptée à cette époque fonctionnait avec un degré élevé d'informalité, incompatible avec l'ampleur des décisions prises. Pendant ce temps, en dehors du dossier, le débat public continuait à traiter le DOGE comme une initiative emblématique de l'administration Trump, associée à des promesses d'économie de ressources et de rationalisation de l'État. Trump lui-même a présenté Elon Musk comme la figure centrale de cet effort, dans des déclarations qui sont aujourd'hui analysées avec un autre poids à la lumière du procès. Cette convergence entre le discours politique et l'enquête judiciaire crée une tension difficile à ignorer, car elle expose la distance entre le discours public et les exigences formelles du droit administratif et constitutionnel. La présence d'analystes tels que Harry Litman de la chaîne Talking Feds a contribué à contextualiser ce différend dans une tradition plus large de conflit entre l'exécutif et le judiciaire.
Littman a souligné que, bien que le système juridique fonctionne à un rythme plus lent que le cycle politique, il ne disparaît pas lorsque l'attention du public se déplace. Les affaires qui semblent anciennes en termes de débat électoral restent vivantes devant les tribunaux, produisant des effets des mois ou des années plus tard. Cette différence de temporalité est un élément essentiel du fonctionnement institutionnel. Dans le même temps, la situation a relancé les discussions sur les précédents récents concernant l'utilisation des témoignages comme outil de responsabilisation. Les parlementaires liés au mouvement MAGA, par l'intermédiaire de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, avaient défendu la prise de témoignages de personnalités telles que Bill Clinton et Hillary Clinton dans d'autres contextes, ce qui est désormais considéré par certains observateurs comme un signe que cet instrument est en train de se normaliser dans le jeu politique. La différence dans ce cas est que l'initiative émane du pouvoir judiciaire et non du Congrès, et qu'elle s'appuie sur une analyse formelle de la nécessité de la preuve. Cette convergence aide à comprendre pourquoi la décision de la juge Chung a été accueillie comme plus qu'une simple ordonnance interlocutoire. Elle intervient à un moment où de multiples institutions tentent de redéfinir leurs limites après une période d'expérimentation administrative intense. Pour ceux qui suivent ce type de litige avec une attention constante, l'intérêt ne réside pas seulement dans l'issue finale, mais dans la manière dont chaque étape révèle les tensions latentes du système. Le fait de suivre ce processus au fil du temps permet de percevoir des schémas qui ne sont pas visibles dans des épisodes isolés et aide à comprendre comment des décisions techniques peuvent redéfinir des équilibres institutionnels plus larges. Avec la confirmation de la déposition d'Elon Musk, le débat autour de cette affaire est passé à un stade plus raffiné, où le cœur de la discussion n'est plus la découverte de nouveaux faits, mais plutôt le conflit entre les interprétations juridiques et institutionnelles. Comme l'indiquent les éléments réunis dans le dossier, il n'y a pas de consensus parmi les juristes quant à la portée concrète de cette audition, ni quant aux effets possibles qu'elle pourrait avoir sur le fonctionnement des institutions. Pour certains analystes, il s'agit d'un acte d'instruction limité, destiné à clarifier des décisions administratives spécifiques liées à la fermeture du siège de l'Agence des États-Unis pour le développement international et à l'interruption de ses opérations numériques. Pour d'autres, cependant, cet épisode met en évidence des faiblesses plus générales dans l'action du pouvoir exécutif à cette époque, notamment lorsque des mécanismes informels ont commencé à exercer une influence sur des structures créées par la loi. L'un des axes centraux de cette discussion concerne la définition juridique du DOGE. Les avis divergent quant à savoir si le Department of Government Efficiency doit être considéré comme faisant partie intégrante de l'exécutif, ou s'il a fonctionné comme une structure parallèle, sans fondement juridique clairement établi. Cette distinction est décisive, car elle détermine les garanties applicables et les types de responsabilités qui peuvent être attribuées. Si le DOGE est reconnu comme un organe gouvernemental, même s'il ne correspond pas au modèle conventionnel, des débats surgissent sur les critères de nomination, l'exigence d'une confirmation formelle et les limites de l'autorité. Dans le cas contraire, l'analyse se concentre sur l'action d'individus privés dans des fonctions qui ont eu des effets publics importants. Elon Musk occupe une place centrale dans cette controverse précisément parce qu'il se situe entre ces deux domaines. Dans des déclarations publiques faites à l'époque, Donald Trump l'a présenté comme une figure de proue dans un effort gouvernemental axé sur l'efficacité administrative, lui attribuant un rôle de premier plan dans les décisions importantes. Dans le dossier de l'affaire, cependant, cette position est décrite de manière moins précise, sans documentation formelle qui la soutienne de manière incontestable. Les analystes estiment que cette ambiguïté devrait être l'un des points les plus explorés lors du témoignage, non pas dans le but d'imputer la responsabilité, mais pour
clarifier comment s'organisait dans la pratique la chaîne décisionnelle. Un autre point d'interprétation concerne la portée de la doctrine dite Apex Doctrine, après la décision rendue par la juge Chung. Certains experts considèrent cette décision comme une exception spécifique, justifiée par l'absence d'autres éléments de preuve dans le cas concret. D'autres avertissent que si des décisions similaires s'accumulent, il pourrait y avoir une redéfinition progressive des limites de cette doctrine, en particulier dans les contextes où des individus exercent un pouvoir effectif sans occuper de fonctions officielles. Dans ce scénario, le débat s'éloigne de la figure individuelle de Musk et se concentre sur le précédent institutionnel que l'affaire pourrait contribuer à consolider. Les analyses de Harry Litman dans l'émission Talking Feds ont souvent été citées pour mettre en garde contre la différence entre le rythme de la politique et le temps propre au droit. Litman observe que même si les événements liés au début de l'année 2025 semblent lointains dans la mémoire collective, ils restent d'actualité dans le domaine judiciaire. Ce décalage temporel crée des situations dans lesquelles des décisions prises sous une pression politique intense sont réévaluées ultérieurement avec plus de recul, à la lumière de principes juridiques formels. Pour certains observateurs, ce rythme plus lent est un élément essentiel du rôle du pouvoir judiciaire. Pour d'autres, il peut générer des tensions supplémentaires avec un pouvoir exécutif habitué à des réponses rapides. Certaines analyses soulignent également les limites pratiques du témoignage lui-même. Même s'il fait des déclarations sous serment, Musk pourra adopter des stratégies courantes dans les litiges complexes, comme limiter ses réponses à la portée des questions ou invoquer son ignorance sur des points spécifiques. Les experts rappellent que les témoignages en eux-mêmes produisent rarement des révélations concluantes. Leur valeur réside généralement dans leur cohérence ou leur divergence par rapport à d'autres éléments du processus, tels que des documents, des communications internes et des déclarations publiques antérieures. Ainsi, l'impact réel de l'audience dépendra moins de l'événement lui-même que des confrontations qui auront lieu à des étapes ultérieures. Le rôle des autres acteurs mentionnés dans la décision, tels que Morocco et Lehen, reste également incertain. Les analystes estiment que la comparaison entre les témoignages peut contribuer à identifier des schémas ou des incohérences dans le récit du processus décisionnel. Néanmoins, il n'y a pas de consensus sur la question de savoir si cela aboutira à des responsabilisations formelles ou simplement à une plus grande clarté institutionnelle. Le débat reste centré sur la compréhension des dynamiques décisionnelles et non sur l'imposition immédiate de sanctions. Parallèlement, la controverse relance des discussions plus larges sur l'utilisation récurrente des instruments d'enquête. Des épisodes impliquant la commission de surveillance de la Chambre des représentants et les témoignages de personnalités telles que Bill Clinton et Hillary Clinton apparaissent comme des références contextuelles, bien qu'avec des différences importantes. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une initiative législative marquée par une controverse politique explicite, mais d'une décision judiciaire fondée sur des critères procéduraux. Néanmoins, la proximité temporelle de ces débats contribue à donner l'impression que les frontières traditionnelles entre la politique et le droit sont mises à l'épreuve de manière répétée. À ce jour, il n'existe pas de définition claire de la manière dont le pouvoir judiciaire encadrera définitivement l'action du Doge, ni des paramètres qui seront utilisés pour évaluer la légalité des décisions relatives à l'Agence des États-Unis pour le développement international. Le scénario reste ouvert, différentes institutions suivant attentivement les prochaines étapes. Le système continue de s'adapter, cherchant à traduire juridiquement des pratiques improvisées qui ont gagné du terrain dans un certain contexte politique. Selon les experts, les processus de cette nature ont tendance à produire leurs effets les plus significatifs, non pas dans des décisions isolées, mais dans l'accumulation progressive d'ententes au fil du temps. Chaque décision, chaque témoignage et chaque interprétation ajoute une nouvelle couche à un débat encore en formation.
Pour ceux qui cherchent à comprendre ces mouvements sans tirer de conclusions hâtives, suivre les développements institutionnels de manière continue permet de saisir des nuances qui échappent souvent à la couverture épisodique. C'est grâce à ce suivi attentif et analytique qu'il devient possible de comprendre comment le système réagit lorsqu'il est confronté à des zones indéfinies de pouvoir et d'autorité.